Bien, nous allons voir maintenant le dossier numéro 2. Il s'agit ici d'un homme de 30 ans que j'ai appelé Monsieur S, Pierre-André, donc SPA, qui vous consulte pour des douleurs du tendon d'Achille droit, apparu 1 mois auparavant, sans facteur déclenchant. Et je vous rappelle que ces douleurs surviennent surtout à la marche et quand il fait son jogging. Il vous signale aussi des douleurs fessières gauche qui irradient à la face postérieure de la cuisse et le réveillent tous les jours vers 5 heures du matin. Il est 5 heures, Monsieur S s'éveille, ce qui est quand même très particulier. L'interrogatoire ne retrouve qu'un épisode douloureux aigu du 3e orteil droit, qui est régressif sous diclofénac, répond très vite aux anti-inflammatoires. On lui avait même parlé de crise de goutte, mais l'uricémie était normale. À l'interrogatoire, on apprend qu'une de ses sœurs est suivie depuis plusieurs mois par un gastro-entérologue pour une maladie de l'intestin qui nécessite de la cortisone. À l'examen, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est les douleurs provoquées par la pression du tendon d'Achille et la pression de la fesse gauche. Quel diagnostic la douleur du talon doit-elle faire évoquer? Bon, je pense que ce n'était pas une question très difficile, mais qu'il fallait trouver le mot-clé. Donc, c'est bien sûr le mot-clé, pas thalalgie. Thalalgie veut dire douleur du tendon. Donc, vous n'auriez eu aucun point avec le mot thalalgie. Mais il fallait répondre tendinite ou antésopathie, mieux, du tendon d'Achille. Donc, tendinite ou antésopathie, très caractéristique des spondylarthropathies, touchant le tendon d'Achille. Quel diagnostic devez-vous évoquer devant ce tableau et sur quels arguments? Je pense que vous n'aurez eu aucun mal à faire le diagnostic de spondylarthrite ankylosante ici. On va parler parfois au début plutôt de pelvispondylite rhumatismale, car l'ankylose n'est pas absolument inéluctable au cours de l'évolution. Et les arguments pour la spondylarthrite ankylosante sont le terrain. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est très probable que si j'avais à vous poser un dossier de spondylarthropathie, je le ferais chez un homme plutôt que chez une femme, même s'il semble que la fréquence des spondylarthrites chez la femme ne sont pas aussi faibles qu'on le pensait auparavant. Et on estime aujourd'hui qu'il y a 3 hommes pour une femme qui sont touchés. Ce sont souvent des hommes jeunes, âgés de 18 à 30 ans, 35 ans, même si, dans certains cas, le tableau peut passer longtemps inaperçu et on peut faire le diagnostic à un stade plus âgé, à un âge plus grand. Argument pour la spondylarthrite ankylosante, c'est l'antésopathie ou les antésopathies. Les douleurs fessières nocturnes signalées par le patient qui sont en rapport avec une sacroélite, on verra que c'est un mot-clé fondamental dans le diagnostic de spondylarthrite. Et puis, cet orteil violet dont on vous disait qu'il avait fait penser à une goutte et qui en fait ce qu'on appelle l'orteil en saucisse, l'antécédent d'orteil en saucisse, ce que vous verrez aussi appeler parfois la dactylite, c'est-à-dire l'inflammation des 3 articulations d'un même doigt, la MCP, l'IPP, l'IPD, atteinte des 3 articulations d'un même doigt, qui explique l'aspect de doigt ou d'orteil en saucisse, très évocateur de spondylarthropathie. Est également très évocatrice la sensibilité aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et par exemple, une douleur lombaire chez un patient qui a une spondylarthrite ankylosante va bien mieux répondre aux anti-inflammatoires qu'une douleur lombaire chez un patient qui a une arthrose. Et cette sensibilité est un des critères diagnostiques de ces affections. On ne pouvait pas négliger l'antécédent de maladie intestinale chez sa sœur, qui pouvait faire évoquer une maladie de Crohn, une rectocolite éventuellement. Enfin, je vous rappelle que c'est une maladie quand même fréquente, la spondylarthrite ankylosante, touchant probablement près de 200 000 patients en France. Voilà les arguments du diagnostic de spondylarthrite ankylosante. Quels examens radiographiques demandez-vous? Eh bien, il faut demander déjà des radiographies des régions douloureuses, et toujours en rhumatologie, il faut que ce soit bilatéral et comparatif. Donc j'ai demandé des radiographies des 2 pieds, de face et de profil, avec une incidence qui va être centrée sur le calcanéum. On va demander également un cliché de 2,16 de face. Le cliché de 2,16,
c'est un cliché dorsaux, lombo, pelvis, fémoral. Ça veut dire que vous allez voir sur le même cliché, qui est un cliché postéro-antérieur, vous allez voir sur le même cliché le bassin, avec les deux coxofémorales, le rachis lombaire, la charnière dorso-lombaire, c'est là où apparaissent au début les syndesmophytes. Donc sur ce cliché, vous allez avoir les localisations les plus fréquentes de la spondylarthrite au début. Et puis on va demander un cliché du rachis lombaire de profil pour débusquer les syndesmophytes. Vous allez demander, si la cliché du bassin n'est pas d'assez bonne qualité, une radiographie des sacroiliaques de face. J'ai insisté sur l'importance des sacroiliaques dans cette maladie. Je ne pose pas la question, mais je vous signale aujourd'hui que si on a un doute sur cette maladie et que les radiographies des sacroiliaques sont normales, il faut aller jusqu'à l'IRM des sacroiliaques, qui est l'examen le plus performant pour dépister une sacroïlie débutante. On va demander une radiographie pulmonaire de face et de profil, on verra pourquoi après, et des radiographies comparatives des éventuelles articulations douloureuses, si le gars a mal au genou, a un poignet, etc. Les atteintes articulaires périphériques pouvant se rencontrer dans une spondylarthrite ankylosante. Quatrième question, on vous demande d'analyser les radiographies jointes. La première de ces radiographies est une radiographie des sacroiliaques de face. Vous voyez ici l'articulation entre l'aile iliaque et le sacrum. On s'intéresse à la partie inférieure de l'articulation sacroiliaque. C'est là que vous allez avoir les signes radiographiques de sacroïlite, qu'on voit très nettement ici sous forme d'une condensation de la berge iliaque de l'articulation. C'est la sacroiliaque gauche. À droite, vous avez une sacroïlite débutante avec un aspect un peu élargi de l'articulation sacroiliaque, un peu des irrégularités de l'interligne qu'on rencontre dans les sacroïlites initiales. La deuxième radio est un cliché du rachis lombaire de profil. Vous avez sans doute ici la vertèbre L2. Et ce qui est particulier ici, c'est l'aspect, on va dire, carré de la vertèbre. Ce qu'on appelle le squaring vertébral, avec ici, c'est difficile à voir, c'est pour ça que je ne l'ai pas coté, probablement des petits syndesmophytes qui débutent sous forme d'ossification des zones d'insertion des ligaments communs vertébrales antérieurs qui érodent la partie antérieure, l'IPU des vertèbres. Et donc vous avez cet aspect de spondylite antérieure de Romanus, ce qu'on appelle le squaring vertébral, très caractéristique de la spondylarthrite. La troisième radiographie, plus facile, c'est une radiographie du pied de profil, montrant très bien le calcanéum, avec, vous voyez ici très nettement, l'antésopathie calcanéenne inférieure, on pourrait appeler ça une épine calcanéenne, une antésopathie calcanéenne inférieure. Vous voyez que ce n'est pas tout, parce qu'on a l'impression ici qu'il y a également une antésopathie calcanéenne postérieure qui débute, en tout cas une zone de souffrance de l'insertion du tendon d'Achille sur le calcanéum, avec un aspect un peu condensé de l'insertion calcanéenne. Vous voyez ici la cotation des points. J'insiste sur le mot sacroélite dans la spondylarthrite ankylosante, c'est vraiment très très important. Si vous avez une sacroïlite au concours, c'est vraiment une spondylarthrite ankylosante, car les sacroïlites infectieuses sont rares, elles peuvent être tuberculeuses ou elles peuvent être bruxelliennes, mais c'est plus rare. La spondylite antérieure de Romanus dont j'ai parlé, avec parfois des syndesmophytes qui commencent, mais je n'avais pas d'évident à vous montrer ici sur la radiographie. Et puis l'antésopathie postérieure et inférieure du calcanéum, dont on a déjà parlé. Quels autres examens complémentaires demandez-vous chez ce patient pour confirmer votre diagnostic? Très simplement, un bilan inflammatoire, une NFS-VS
Souvent, la vitesse d'alimentation suffit chez un sujet jeune. Autant chez le sujet âgé, on va avoir besoin d'une C-réactive protéine, car des sujets âgés ont des VS parfois augmentés toute leur vie. Autant chez le sujet jeune, une vitesse d'alimentation peut suffire. Et puis, bien sûr, on ne peut pas avoir un dossier de spondylarthrite ankylosante sans parler du HLA-B27, fondamental, car c'est un marqueur de la maladie, et vous savez qu'on le rencontre dans 90% des cas, contre 7% dans la population générale. Le risque de spondylarthrite ankylosante est multiplié par plus de 100 quand vous avez le HLA-B27 par rapport aux patients qui n'ont pas le HLA-B27. Pour autant, c'est difficile dans ce dossier clinique, car le tableau est tellement évident qu'en pratique, on vous demanderait de ne pas faire le HLA-B27, car il est inutile. Je vous rappelle que c'est un examen qui est un peu coûteux et qu'il n'est pas utile de faire alors qu'il n'est pas remboursé en ville. Donc, cet examen doit être fait que dans les formes de diagnostic douteux. C'est un appoint au diagnostic. Ici, vous avez tellement d'arguments pour le diagnostic que même si le HLA-B27 était négatif, vous le retiendrez, ce diagnostic de spondylarthrite ankylosante. Donc, j'ai mis comme phrase importante, comme mot-clé, l'antigène HLA-B27 est inutile devant un tableau aussi caractéristique, mais je pense qu'il faut qu'il y ait le mot-clé antigène HLA-B27 dans tout dossier de spondylarthrite ankylosante. Question suivante, quel est le traitement chez ce patient? Le traitement de la spondylarthrite ankylosante débutante, non sévère, c'est le traitement anti-inflammatoire non stéroïdien. Ce n'est pas la corticothérapie, on est bien d'accord, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ces traitements anti-inflammatoires, ils ont pour particularité dans la spondylarthrite d'être très efficaces. C'est même un des critères de la maladie. Donc, lors des poussées, vous allez très vite savoir si votre patient est répondeur ou pas à un traitement INS. Et on ne va pas hésiter à lui donner de fortes doses et même à lui donner des doses très tard le soir pour prévenir les réveils matinaux dont on a parlé. Donc, on va lui donner parfois son traitement au dîner, voire même la nuit, pour couvrir la nuit et éviter les réveils matinaux. On pourra l'associer à un traitement antalgique si besoin, dans la journée. Ce n'est pas toujours nécessaire. C'est pour ça que je ne l'ai pas coté. Et puis quand même, il est venu vous voir avec une symptomatologie d'anthésopathie calcanéenne. Vous risquez d'oublier au concours de traiter l'anthèse. Donc j'insiste sur ce traitement. On va éviter les infiltrations cortisoniques au niveau du tendon d'Achille. On peut faire parfois une infiltration au niveau du talon, au niveau de l'anthésopathie inférieure. Par contre, bien sûr, éviter autant que faire se peut les injections dans le tendon d'Achille. On va surtout lui recommander le port d'orthèses plantaires, de chaussures de sport à semelles souples, épaisses, pour diminuer les contraintes sur le calcanéum. Donc ne pas oublier de traiter les symptômes fonctionnels qui amènent le patient. Il y a des règles hygiéno-diététiques importantes à suivre dans la spondylarthrite ankylosante. On va le mettre en arrêt de travail lors des poussées inflammatoires de la maladie pour qu'il se mette au repos. On va lui conseiller de dormir sur un plan ferme, pas trop dur, mais en même temps de façon à éviter la syphose qu'on risquerait d'avoir dans un lit trop mou. On va lui conseiller d'ailleurs de dormir en décubitus ventral pour éviter cette syphose dorsale. On va lui conseiller de continuer d'avoir une activité physique régulière, en dehors des poussées tout au moins, en privilégiant la natation qu'on effectuera à plat d'eau pour lutter contre le risque de syphose. On va lui donner à faire des exercices d'auto-rééducation et on va lui faire une éducation posturale, toujours pour éviter l'évolution vers la colonne bambou. Cette maladie, la spondylarthrite ankylosante, n'est pas prise en charge à 100% dans les formes débutantes d'intensité modérée qui ne relèvent que d'un traitement anti-inflammatoire non stéroïdien. Si le traitement anti-inflammatoire, le premier, ne marche pas, il va falloir recommencer avec d'autres familles. On sait qu'il y a une susceptibilité individuelle à tel ou tel INS et on n'hésitera pas à changer de traitement si nécessaire. Énumérer les complications qui menacent ce patient en dehors des complications liées au traitement. Alors, pour un dossier de D3, je crois que c'est bien d'avoir un plan avec les différentes complications d'une maladie, même si ça fait un peu un défilé à l'après-vert. Alors, il y a un zéro dans ces complications, il ne faut pas oublier, c'est l'insuffisance respiratoire restrictive, qui est liée à l'ankylose thoracique
à l'ankylose, à l'atteinte des articulations costo-transversaires en arrière, chondrocostales, sternales en avant. Donc cette ankylose thoracique qui peut favoriser à long terme un syndrome d'hypoventilation ou d'insuffisance respiratoire restrictive. Beaucoup plus rare, qui justifie de faire quand même des radios pulmonaires, la fibrose apicale classique. Parmi les complications cardiaques, on peut avoir des troubles du rythme et de la conduction, un bloc auriculoventriculaire. J'ai insisté sur quelque chose qui n'est pas très fréquent, mais qui est classique pour le concours, parce que ça peut se compliquer d'une endocardite, c'est-à-dire l'insuffisance aortique. Les complications rhumatologiques sont bien sûr les complications liées à l'atteinte inflammatoire de la spondylarthrite au niveau de la hanche, la coxite uni ou bilatérale qui pose beaucoup de problèmes chez un sujet jeune, car on va être parfois amené à discuter la mise en place d'une prothèse de hanche à quelqu'un qui n'a parfois pas dépassé la trentaine, et aussi, comme complication rhumatologique, la colonne bambou, c'est-à-dire l'ankylose rachidienne, dorsale, lombaire, parfois même cervicale, avec les fusions vertébrales induites par les ossifications des ligaments intervertébraux. À connaître, on peut avoir dans la spondylarthrite ankylosante une fracture vertébrale qui est favorisée par la perte de souplesse de la colonne rachidienne, mais aussi par une ostéopénie qu'on a retrouvée par des mesures densitométriques dans cette maladie. Donc risque de fracture vertébrale, notamment au niveau cervical, avec parfois une redoutable complication qui est la compression médulaire cervicale. Beaucoup plus rarement, on a des spondylodycites non infectieuses, spondylodycites inflammatoires, qu'on rencontre dans deux maladies surtout, la spondylarthrite ankylosante et la chondrocalcinose articulaire. Il faut bien reconnaître que dans la quasi-totalité des cas, les spondylodycites, c'est infectieux. Complications ophtalmologiques. Alors, ce n'est pas tellement une complication, parfois une présentation de la maladie. Et c'est un dossier qui est fréquemment posé au concours. C'est l'association à une spondylarthrite d'une uvéite antérieure aiguë, ce qu'on appelle l'iridocyclite, qui se rencontre dans 20 à 30% des cas. L'uvéite antérieure aiguë, elle peut être inaugurale, et parfois les ophtalmologues nous envoient des uvéites antérieures pour qu'on recherche une spondylarthrite ankylosante, ou elle peut survenir au cours de l'évolution d'une spondylarthrite ankylosante traitée, et donc il va falloir la traiter ou la faire traiter par un ophtalmologue. Donc uvéite antérieure, spondylarthrite, sujet éminemment sortable. Des complications neurologiques que je n'ai pas cotées, en dehors de la compression médulaire cervicale, vous pouvez avoir parfois un syndrome de la queue de cheval lié à une arachnoépidurite inflammatoire. Et puis, plus intéressant, les complications rénales déjà sorties au concours, à savoir une néphropathie à IgA, maladie de Berger. Néphropathie à IgA, pourquoi? Parce que dans la spondylarthrite ankylosante, on fait jouer un rôle à des bactéries intestinales. Eh bien, ces bactéries intestinales sont responsables d'une immunité à IgA, et on a décrit des néphropathies à IgA dans cette population de spondylarthritiques. Ne pas oublier également le risque d'amylose après 10 ans, 20 ans d'évolution, qui peut se traduire aussi par une néphropathie glomérulaire avec protéinurie. Donc amylose, complication classique, ça peut être une des dernières questions au concours, compliquant une spondylarthrite ankylosante. Quels sont les éléments de la surveillance de la maladie? Eh bien, là encore, cette surveillance, elle est clinique, biologique et radiographique. Surveillance clinique, est-ce que vous avez mal la nuit? Est-ce que vous êtes réveillé? Combien de temps êtes-vous raide le matin? Et puis, surveillance clinique à l'examen, un signe qu'il faut connaître dans la spondylarthrite ankylosante, qui est le signe de Schaubert, qui traduit la mobilité du rachis lombaire, qui est beaucoup plus précis que la seule distance main-sol, car on peut corriger une raideur lombaire simplement avec beaucoup de flexion au niveau des hanches, et donc avoir une distance main-sol nulle, alors que le rachis lombaire est très enraidi. Donc signe de Schaubert comme signe de surveillance très important, la distance nuque-mur pour le raideur dorsale, la distance occiput-mur pour la raideur cervicale, et surtout, alors ça c'est très important, je vous ai dit qu'une des complications majeures de la SPA, c'est l'atteinte respiratoire, c'est la mesure de l'ampliation thoracique, c'est-à-dire
la différence en centimètres entre le diamètre thoracique à l'inspiration et à l'expiration. En gros, normalement, on doit avoir plus de 5-6 cm. Surveillance clinique par le BASDAI. Alors, je ne vais pas trop insister dessus. Simplement, le BASDAI, c'est un peu l'équivalent dans la spondylarthrite ankylosante du DAS28 dans la polyarthrite rhumatoïde. Vous voyez aussi DA, c'est l'index d'activité, Disease Activity Index. S pour spondylarthrite, AS pour spondylarthrite ankylosante, et B pour la ville de Bath, en Angleterre, où ça a été décrit. Surveillance biologique, le syndrome inflammatoire avec notamment la vitesse de sédimentation, paramètres d'évolutivité de la maladie, et la surveillance radiographique, on va faire très régulièrement, une fois par an, une fois tous les 2 ans, des radiographies des sacroiliaques, du bassin, du rachis, pour voir comment évolue sur le temps la maladie. Question numéro 9. Quelle serait votre attitude thérapeutique si le tableau s'aggravait malgré le traitement mis en route? Eh bien, là encore, il y a une place, comme dans la polyarthrite rhumatoïde, pour les anti-TNF-alpha. Il n'y a pas beaucoup d'autres traitements dans la spondylarthrite. On utilise parfois, dans les spondylarthrites avec atteinte périphérique articulaire, la salazopyrine, qui est un traitement de fond préconisé. Mais dans les formes axiales ou à prédominance axiale de spondylarthrite ankylosante, le seul traitement qu'on peut utiliser, c'est les anti-TNF-alpha. Donc bien sûr, compte tenu de leur coût, ces anti-TNF-alpha ne sont pas administrés à tous les patients spondylarthritiques, et pourtant c'est un progrès considérable dans la prise en charge de ces patients. Donc on va les réserver aux patients résistants aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, et souvent on demande qu'il y ait un essai de 3 anti-inflammatoires non stéroïdiens différents en 3 mois. Si le tableau reste invalidant, sévère, des douleurs nocturnes, on va discuter la mise en route d'un traitement de fond anti-TNF-alpha qu'on a vu dans la polyarthrite rhumatoïde, que ce soit des anticorps anti-TNF-alpha ou des récepteurs solubles. Bien évidemment, à ce stade, la rééducation joue un rôle essentiel. Rééducation du rachis, gymnastique respiratoire, autre mot-clé, éducation posturale, très important dans une spondylarthrite ankylosante. Ce sont souvent des sujets jeunes, des hommes. Il faut donc adapter le poste de travail, voire reclasser ces patients de façon à ce qu'ils puissent ne pas être désocialisés, qu'ils puissent continuer à avoir une activité professionnelle. Enfin, au stade de spondylarthrite sévère, à l'époque où on discute les anti-TNF-alpha, il faut demander une prise en charge à 100% de la maladie pour exonérer les patients du ticket modérateur. Donc ce n'est pas systématique dans la spondylarthrite ankylosante, mais on peut l'obtenir dès lors que la spondylarthrite ankylosante est sévère. Quelles sont les contre-indications du traitement de fond proposé? Ces contre-indications aux anti-TNF-alpha sont les mêmes, bien sûr, que pour la polyarthrite rhumatoïde. Donc, je l'ai traité une fois bien, à savoir les infections évolutives. J'ai mis 0 à ceux qui auraient oublié les infections évolutives et j'ai mis 0 également à ceux qui auraient oublié les néoplasies. Le TNF-alpha est une cytokine qui participe à la lutte anti-infectieuse et antitumorale, Tumor Necrosis Factor. Donc, on craint avec les anti-TNF-alpha la survenue d'infections sévères ou des récidives de néoplasie contrôlées. Donc, parmi les contre-indications, il y a toute infection évolutive, quelle qu'en soit la localisation, cutanée, stomatologique, ORL et urinaire, en insistant tout particulièrement sur la tuberculose, car on a vu des morts par tuberculose chez les premiers patients mis sous anti-TNF-alpha sans précaution, et en insistant sur les hépatopathies chroniques à virus de l'hépatite B ou de l'hépatite C, ou les infections à VIH, qui sont une contre-indication formelle à la mise sous anti-TNF. Les cancers, les hémopathies sont également une contre-indication, qu'ils soient évolutifs bien sûr, ou même qu'ils soient guéris récemment, et on va discuter ces anti-TNF-alpha en cas de cancer guéri, en RCP. En tout cas, pour le concours, je vous demande de garder en tête que c'est une contre-indication. La sclérose en plaques et les autres maladies démyélinisantes
sont des contre-indications classiques aux anti-TNF, dans la mesure où on pense que ce sont des maladies à virus lent et que les anti-TNF-alpha peuvent favoriser l'évolutivité à bas bruit de ces infections virales. Parmi les autres contre-indications, les insuffisances d'organes sévères, comme l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance hépatique, l'insuffisance rénale, sont des contre-indications classiques aux anti-TNF. Méfiez-vous, grossesse et allaitement sont des contre-indications, mais chez une spondylarthrite, les spondylarthritiques sont souvent des hommes, et donc cette contre-indication est quand même à mettre au second plan. Donc ne pas oublier infection et tumeur comme contre-indication formelle aux anti-TNF. Alors en conclusion, la spondylarthrite ankylosante, c'est le rhumatisme inflammatoire axial par excellence, qui touche l'homme jeune la plupart du temps, avec une inflammation dominante des sacroiliacs. Le mot sacroïlite est très important dans ce diagnostic. Je vous rappelle qu'on a une aide importante sur le plan paraclinique qui est le HLA-B27, qu'il va falloir demander dès lors que le diagnostic est douteux, mais qui est vraiment inutile dans les formes de diagnostic évident, même s'il faut l'indiquer. Qu'une uvéite antérieure aiguë est fréquemment révélatrice de la maladie et qu'à l'ECN, ce dossier est déjà sorti au moins une fois. Enfin, que le traitement de la spondylarthrite ankylosante repose sur les anti-inflammateurs non stéroïdiens dans une majorité de cas, mais que les formes sévères rebelles aux AINS ont largement bénéficié de la mise sous anti-TNF-alpha, qui ont transformé le pronostic et la fonction de ces patients. Voilà, je vous remercie. Et pour terminer, je vous rappelle les mots-clés, les items abordés dans ce dossier, à savoir essentiellement la rachialgie et la spondylarthrite ankylosante. Merci.